Maintenant, l'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinghetti, l'inspecteur général de son État, sentinelle de la République. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, mais il est dans le contrôle a priori et concomitant. C'est un peu ça. On ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer les verrous, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser, mais c'est parce que le mal était trop profond. Oui. Ça, c'est un élément de dissuasion. Le ministre des Finances, Nicolas Kazali, nous avons suivi la manière dont il est en train de piloter ces ministères-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est le super profit. Quand je fais mes analyses, j'ai toujours évoqué les super profits. Parce que les super profits, c'est l'une des dispositions du code minier. Les codes miniers révisés, les codes miniers actuels. Parce que l'ancien code minier, on ne parlait pas de super profit. Les super profits, c'est lorsque vous allez au-delà de ce qui a été prévu. Il y a un seuil de bénéfices. Lorsque vous excédez ce seuil-là, l'écart doit être fiscalisé. Et cela, c'est de l'ordre de 50%. Alors, comment on arrive à cet impôt-là, super profit? Au niveau international, il y a l'évolution de cours de nos matières.
Et lorsque cela nous est favorable, parce qu'en économie, on dit que nous sommes des économies comme on appelle price taker, c'est-à-dire que nous prenons le prix tel que cela se présente sur le marché. Tandis que les grandes, disons, nations sont considérées comme des price makers. Mais les cours des matières, lorsque ça évolue dans le sens de l'augmentation, augmentation en exponentielle, comme nous constatons maintenant, cela crée des profits supplétifs. Maintenant, le législateur a trouvé que non, il faut demander à ce que lorsqu'on va au-delà d'un certain seuil, qu'on puisse payer le super profit. Et vous avez vu qu'il faut recouvrir au moins 870 millions, je peux même arrondir, 880 millions de dollars américains pour le super profit. Quand nous étions en train d'expliquer à la télévision, il faut faire très attention, parce qu'on a sonné un peu, disons, on a essayé d'alerter l'opinion que non, attention, les super profits doivent être payés dans la mesure où le comportement de nos matières premières à l'étranger était devenu alléchant. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça corrobore avec ce que nous avons dit, et ça ne peut que me réjouir. Allez dans ce sens-là, écoutez ce que les scientifiques font, parce que bientôt on va encore publier des ouvrages de grande envergure, où nous allons essayer de retracer certaines choses au regard de ce que nous faisons comme recherche. Pour ce qui est de la joint venture, j'ai publié cet ouvrage en 2015 aux éditions universitaires européennes d'Allemagne. Et dans cet ouvrage, j'ai tout simplement retracé le fonctionnement de partenariats conclus dans notre pays avec notamment la GECAMINE. Ces partenariats avaient comme objectif la relance de cette industrie qui était restée longtemps en veilleuse. Mais après avoir scruté les choses avec l'œil des chercheurs et d'enseignants, on a constaté que ces partenariats, appelés communément joint venture, n'étaient pas bien signés dans le sens qu'on a remarqué trop d'abus du point de vue de certains éléments comme les déséquilibres entre les partenaires locaux et les partenaires étrangers. Oui, si le contrat, au fait, était mal négocié, vous avez annoncé l'émission en épinglant le code minier. Le code minier de 2002 et on a un nouveau code minier depuis 2018. Si vous voyez très bien, le soubassement de la joint venture était le fait du code minier. Le code minier avait mis un cadre juridique pour assurer l'attrait des investisseurs étrangers. Et dans ce code minier, on a remarqué des déséquilibres criants. Je vous prends un exemple. Le pas de porte, le royalty, le redevance, si je ne peux prendre que le redevance, cela a été fixé à 2%. Donc, si vous réalisez les activités industrielles au niveau de la GECAMINE, dans ces mining-là, vous ne pouvez payer que 2% de chiffre d'affaires. Et cela a un peu pénalisé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la joint venture. Il y a eu aussi d'autres mots qui rongent
c'est par exemple le pas des portes. Les pas des portes, ce sont des sommes qu'on paye lorsqu'on veut entrer dans une activité minière et autres. Mais le pas des portes là n'était pas signalé au départ. On a fonctionné comme ça. C'est plus tard qu'on a découvert qu'il fallait payer le pas des portes. Même alors, ces pas des portes ne pas payer en bonne et due forme. Donc, un contrat totalement penché d'un seul côté, c'est-à-dire favoriser les investisseurs étrangers au détriment des partenaires locaux. Manque de transparence. Vous allez voir que pour commencer une joint venture, on demande à ce qu'il y ait les études de faisabilité. Mais on a constaté que certains joint ventures ont fonctionné sans pour autant réaliser cette étude. Or, dans cette étape-là d'étude de faisabilité, on décrit tout, les différentes parts, ce qu'on va gagner, ce qu'on va céder, ainsi de suite. Donc, nous étions totalement mal partis avec cet ancien code minier qu'on a tant décrié. Et vous avez vu qu'à la fin de 2018, on a mis en place un nouveau code minier qui a essayé un peu de corriger, n'est-ce pas, les dérives totalitaires qu'on a constatées dans ces secteurs. Bon, normalement, les scientifiques au Congo ne sont pas considérés, ne sont pas intéressés lorsqu'on prend de telles décisions. Parce qu'il y a des cabinets d'études, il y a des chercheurs indépendants. Mais souvent, le tout se fait au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement. Les gens qui sont au gouvernement vont signer ce genre de partenariat. C'est un peu la configuration de choses dans ces secteurs. Je parle de manière tout à fait légale, officielle, où il y a un appel d'offres. On fait appel à qui? Aux spécialistes des jeunes ventures. Et ils sont nombreux pour que nous puissions mettre la main dans la pâte. Et je parie que ce sont des choses qu'on doit nécessairement corriger. Parce que si nous entrons en joint venture, il doit y avoir la prospection, l'exploration. Vous allez voir qu'il n'y a que les partenaires étrangers qui le font. Et quand ils doivent le faire, il y a tout le moyen à leur disposition pour, n'est-ce pas, donner des valeurs qui ne nous arrangent pas. C'est-à-dire, au lieu de mettre des valeurs réelles, on essaye d'évaluer, on essaye de présenter les chiffres qui ne nous profitent pas. Or, dans ces pays, il y a des facultés, des facultés de polytechnique où on forme des ingénieurs de mines, où on forme des métallurgistes. Alors, moi, j'aurais aimé que, de manière tout à fait officielle, une part importante soit réservée, n'est-ce pas, aux scientifiques, lorsque on est en train de signer des contrats de grande envergure, tels que la joint venture. Bon, je l'ai toujours dit, je fais un tour d'horizon lorsque je commençais les recherches. La joint venture s'applique partout. La joint venture a une dimension interplanétaire. Parce que, si vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils fonctionnent avec la joint venture. D'ailleurs, l'ouvrage que vous voyez, c'est de l'inspiration américaine. Il y a aussi les Anglais, parce que la joint venture est quand même une affaire de l'Écosse. Et les gens disent quand même que c'est l'Angleterre qui est là. Vous allez voir qu'il y a un lien de causalité entre les deux pays. Il y a aussi la France qui a sa vision sur la joint venture. La Belgique que vous voyez là, les gens qui nous ont colonisés, s'ils se sont relancés
après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la joint venture. La joint venture est dans le monde asiatique. La Chine, son épopée là, le Japon, tout ça. On travaille en synergie. On travaille maintenant ensemble. Vous voyez, dans de grandes sociétés, on travaille plus seul. C'est ainsi que nous poussons les gens à intérioriser cela. Travailler. Le fait que nous ne disposons pas des marchés financiers, nous n'avons pas de structures qui financent les structures telles que les investissements à long terme. C'est difficile de s'en sortir sans qu'il y ait le recours à la joint venture. C'est ainsi que nous conseillons aux gens. Pour le faire, il faut aller méthodiquement, avec tact, je dirais même délicatesse. Comme j'ai toujours dit, c'est toute une théorie économique. Il y a des procédés, il y a des techniques, il y a des méthodes. Alors, il faut essayer de s'en approprier, n'est-ce pas, afin de, lorsqu'on le fait, il y a beaucoup de chances de réussite. Si ça a échoué dans notre pays, mais détrompez-vous, ailleurs ça a réussi. Là où on l'a appliqué, en bon escient, en bon uniforme, ça porte de fruits. J'ai toujours dit, les pays qui nous environnent ont des budgets éléphantesques, c'est grâce à la joint venture. Alors, parce que on l'a fait selon les règles de l'art. Mais chez nous, ça patauge, parce que tantôt vous le faites précipitamment, tantôt je vous prends encore un exemple. Lorsqu'on dit qu'on doit mettre en place les, disons, on appelle ça quoi, les études de faisabilité. Vous allez voir que la plupart de nos concitoyens ne prennent pas cette étude ou ces études au sérieux. Alors c'est là où tout se joue. Ou soit on fait cette étude de faisabilité qui prennent, enfin ces études-là prennent 3 ans, voire même 4 ans. Mais le jour où on vient avec ces études pour vous le présenter, on vous demande de les apprécier dans 45 jours. Ça, c'est déjà un piège. Alors, si il est vrai qu'il faut toujours, n'est-ce pas, les faire à ces laps de temps, alors armez-vous suffisamment des experts. Ça ne dérange pas de contacter pour que vous puissiez scruter, n'est-ce pas, décrypter, hein, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit dans ces contrats-là. Parce que de nature, la joint venture, il y a toujours un petit rapport de force, mais un rapport de force au niveau de l'intelligence. Ou celui qui est ignorant, mais il est floué. Alors, on va être disposé pour contrecarrer ce genre de choses. C'est ainsi que nous demandons aux gens de lire, nous demandons aux gens de contacter, nous demandons aux gens de le faire. La profondeur de la joint venture pose problème. C'est ainsi que, comme ce système-là est un système par le temps qui court incontournable, alors nous devons faire un effort de maîtriser les ABC, les BABA de la joint venture. Ça va nous éviter de connaître des pertes, ça va nous éviter d'être considérés à la traîne, éviter que nous puissions chaque fois pleurnicher, étant donné que les fils du pays, certaines personnes sont aguerris dans ces domaines. Ils ont fait de preuves, notamment en ce qui me concerne, aux universités étrangères. J'ai présenté l'ouvrage aux universités marocaines, des grandes universités. Université Ben Abdallah de Fès, Université Sup Management. L'ouvrage a été présenté avec succès. Et tout cela pousse à ce que nous puissions, n'est-ce pas, accepter un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage. On ne doit pas tout prendre, mais on doit voir, non, ici, ce qui nous intéresse, c'est ça, et on va essayer d'arriver au bon port avec
l'application judicieuse et rationnelle de la joint venture. C'est pas la première fois qu'on signe des contrats. Sikomine, c'est la dernière génération. Parce que quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai trouvé que c'était la dernière génération. Il y a eu Teke Fungurume. On a commencé d'abord par Teke Fungurume. À l'époque du président Mobutu, en 96, c'était 55-45. Et les choses étaient claires. Il y a beaucoup de contrats où au moins on fait d'abord l'évaluation de l'actif. Notre apport, c'est le patrimoine industriel. Notre apport, c'est le patrimoine minier. Donc, il n'y a pas que le sous-sol, il y a aussi la carcasse industrielle de tout ça, les usines qui se trouvent là-bas. On évalue, on dit, bon, nous, voilà ce que nous apportons en nature, vous en numérique, et on fait la part de choses. La sociétaire aussi, parce que moi j'ai travaillé aussi sur la sociétaire, c'était toujours comme ça. Donc, quand les choses ne sont pas claires, on doit les dire. Avant l'ITIE, nous avions eu des travaux de revisitation, tout ça. Donc on a travaillé sérieusement. L'ITIE n'est pas là pour proposer la diversification. Mais cette année, le ministre de l'Industrie m'a invité comme professeur d'économie industrielle. On a présenté un plan directeur d'industrialisation. On a mis en place les mécanismes de la redéfinition de la vision de la GECAMI. La GECAMI doit s'industrialiser. Parce qu'au moment où nous vous parlons, la GECAMI n'est pas une industrie au vrai sens du terme. La GECAMI ne fait que de l'extraction. Mais il y a le plan d'industrialisation qui voudrait que la GECAMI puisse s'industrialiser, c'est-à-dire commencer à transformer localement. Même le chef de l'État l'a dit, les batteries vont être fabriquées ici, tous nous suivons à la télévision. Donc ça, c'est déjà le ministère de l'Industrie sectoriel qui s'en occupe pour la diversification, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'ITE, pour ce qui est du secteur minier, les fonds de la diversification proviendront d'autres secteurs, par exemple industrie, par exemple économie, ainsi de suite. Donc, on travaille en synergie. Ce n'est pas qu'il y a un secteur qui fera tout, tout. Donc, ça, vous avez raison, mais suivez-moi à la fin ici, je vous donne les liens et entrez et revisitez. Où je suis en train de vouloir proposer quelque chose en rapport avec la joint venture. Je vois Madame la vice-ministre, Eve Bazaïba, qui se bat au niveau de ces ministères-là, sur le plan international, même national. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de proposer une histoire en rapport avec la joint venture, n'est-ce pas, environnementale. Là, je suis là-dedans. Vous allez me permettre un peu de dévoiler. Bientôt, un ouvrage va sortir sur la joint venture environnementale. Parce que les efforts que Madame est en train de fournir sous la houlette du président de la République, on est là, on commence à avoir quelques rétributions sur le plan international. Alors nous, les chercheurs, nous plaçons les choses dans le sens qu'il ne faut pas qu'on laisse ces autorités évoluer comme elles le font comme ça. Il faut soutenir avec des écrits, avec des arguments. La joint venture environnementale verra le jour. Nous allons proposer de quelle manière cela peut se faire dans le contexte de la RDC. Ça, je n'ai pris que l'aspect environnement, mais il y a aussi d'autres ministères, notamment les affaires sociales. C'est l'excellent ministre
Modeste Moutinga, qui est connu plus sous le nom de la République des Inconscients. Moi, je suis là pour proposer une jeune aventure sociale. Donc, je suis toujours avec vous. Je vous observe. Et je pense que aussi, chez son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui se trouve être mon grand frère, j'ai des écrits la joint venture pour concrétiser, n'est-ce pas, la zone libre d'échange pour le continent africain. Ouais. Je suis là. Et ça sera pour bientôt. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'actuellement, il y a des programmes retenus par la communauté internationale. Les organismes qui financent, n'est-ce pas, les activités ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat de jeunes. On sillonne partout, on entend les discours, raison pour laquelle même dans notre pays, il y a un ministère PME et entrepreneuriat. C'est focalisé sur le jeune. Partout où nous traversons, il y a de formations intenses pour que les jeunes puissent entreprendre. Les jeunes doivent se prendre en charge. C'est ainsi que